Bonsoir Laetitia. Je suis ravie de vous recevoir ce soir grâce à un endroit où aller pour la présentation de votre ouvrage Le Cerbère blanc, pardon, paru chez Stock en mars 2020. Alors, je vais vous laisser nous faire une petite présentation de votre ouvrage car c'est vous qui en parlez le mieux. Donc, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir. Le Cerbère blanc est un roman qui est effectivement sorti début mars. Il raconte l'histoire à leur vie adulte, qui sont Mathieu et Amandine. Mathieu et Amandine vont être très amis enfants, ils vont devenir amoureux, jusqu'à ce que des événements tragiques bousculent leur vie. Et là, leur destin, leur chemin va se séparer. Mathieu va monter à Paris pour faire fortune, entre guillemets. Il va perdre ses parents, il va être obsédé par la mort, et cette obsession va vraiment lui faire vivre des aventures un peu extraordinaires. Il va se prendre un peu pour un démiurge et défier les divinités, tandis qu'Amandine, elle, a une vie en contrepoint. C'est un roman avec des voix alternées, donc on va avoir un chapitre avec la voix de Mathieu, un chapitre avec la voix d'Amandine, et on va suivre en fait leur parcours parallèle. Euh, Mathieu fonçant à Paris et réalisant des choses, et Amandine, encore une fois, en contrepoint, subissant en fait les choix ou les non-choix que a pu faire Mathieu. Et je m'arrête là parce qu'après, ça serait aller trop loin, je pense, dans la narration et dans l'explication. Il ne Oui, faut pas c'est divulguer. compliqué hein, parce qu'on ne peut Voilà, pas ouais, c'est trop très en compliqué à dire. résumer. Oui, avec ce twist dont vous êtes vraiment, moi, ça m'a scotché. Ce twist de milieu de roman, c'est fascinant. Alors, Pierre, vous avez sorti votre livre juste avant le confinement. Comment avez-vous vécu cette période? Comment vit un auteur un peu voilà, handicapé par ce confinement, par la promotion de votre ouvrage? Comment avez-vous vécu cette situation? Ben, je pense que comme tous les auteurs dans ce cas-là, je ne suis pas le seul. Beaucoup de déceptions parce qu'un roman, c'est quand même un travail d'abord solitaire de plusieurs mois, de plusieurs années. Ensuite, avec l'éditrice, donc Caroline Laurent, que je salue au passage et que je remercie. C'est aussi des lecteurs qui attendent, c'est aussi des libraires avec lesquels j'avais des engagements, en fait. On avait posé Oui, quelques dates. Et le livre sort le 4 mars. On se doute bien qu'il y a des choses qui sont en train de se goupiller et que ça va mal se oui, passer. Et puis 10 jours après, il y a le confinement. Et là, effectivement, on annule toutes les rencontres, tous les salons. Alors encore une fois, je suis pas tout seul, hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de déception de ne pas pouvoir offrir ce livre et que les gens se l'approprient. Et voilà, donc c'est compliqué. Après, on a tous vécu dans cette période-là, il y avait quand même des choses beaucoup plus graves. Il s'agissait pas, on ne parlait pas uniquement de littérature. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai mis un peu ça de côté parce que j'avais d'autres préoccupations en tête. Et c'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est le destin que j'ai tant utilisé et abusé dans le oui, Cerbère blanc, en fait. Bah, il nous vaut des tours. Les dieux sont assez coquins oui, et voilà, quoi. Et finalement, ça fait un clin d'œil au Cerbère blanc et voilà. J'ai oui. peut-être trop agacé les dieux avec Avec... mon Mathieu qui se prend pour voilà, qui veut jouer au demi-dieu. au Donc plus voilà, donc beaucoup fort. de déceptions, mais je suis pas le seul malheureusement dans ce cas-là. Et je pense que les libraires ont bien sûr plus souffert que moi dans ce laps de temps. Oui, mais c'est justement important de vous soutenir encore plus pendant cette période voilà, qui est l'après-coronavirus, l'après-confinement. Alors, le Cerbère blanc occupe une place de choix dans votre roman. J'ai l'impression qu'il occupe aussi une place de choix dans votre vie, telle l'effigie que vous arborez sur votre t-shirt. Quelle symbolique autour de cette créature toute droite sortie de la mythologie? Pourquoi ce Cerbère? Pourquoi le titre de ce roman? Qu'est-ce qui vous Alors a... le Cerbère blanc est un personnage intéressant. Alors déjà, je
pense pas qu'il existe. Il existe le Mm. Cerbère, gardien des enfers, Hadès, qui Oui, est plutôt noir, qui est plutôt méchant et qui a plutôt mauvaise réputation. Le Cerbère blanc, je le voulais comme une créature inexistante, enfin, qui n'existait que dans ce roman-là, et qui en fait symbolisait plutôt le bon côté, la sagesse quelque part. Il est associé à un personnage qui s'appelle Claude dans le livre, qui est taxidermiste et qui oui, est un peu justement le symbole de ce sage qui a vécu, qui a eu quelques vicissitudes dans sa vie, et qui a ce cerbère blanc. Ce cerbère blanc, il a trois têtes. Et ces trois têtes, pour moi, symbolisent les différents choix, les différentes alternatives, les différents chemins qu'on peut avoir dans une vie. Et en fait, ce roman parle aussi de ça, des différentes opportunités, des chemins de vie que l'on peut avoir. On va à droite, on va à gauche, on va au milieu. Et souvent, le cerbère a été un exemple assez facile à utiliser de dire, il symbolise chacun des choix, en fait. Et souvent, Mathieu, il fait référence en disant, ah, si le cerbère était là, il me le conseillerait quelque part. oui. À un moment donné, il y a un passage où Claude dit justement, fais comme le cerbère, une tête qui écoute, une tête qui observe et uniquement la dernière tête qui parle en fait. Donc ça, j'aime bien cette Métaphore. philosophie et ce symbole de dire, il symbolise les choix que l'on a dans nos vies. Oui. Voilà. Alors justement, dans votre roman, il y a beaucoup de références à la mythologie. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans dans la mythologie, tout simplement? Qu'est-ce qui... Alors, je dirais d'abord les histoires, parce que moi je suis quelqu'un de très porté sur l'inventivité, sur les histoires, sur les mythes, sur les contes. Et en fait, quand on lit la mythologie, si on le prend au premier degré, c'est avant tout ça en fait, hein. Mhm. Qu'on lise Ulysse ou les Métamorphoses d'Ovide, c'est avant tout des histoires incroyables avec des super-héros en fait. Oui. Aujourd'hui, c'est les Marvel et je sais plus comment ça s'appelle là, mais les Les Fantastiques, comics. mais les comics, voilà, tout à fait. Mais en fait, ce n'est qu'une relecture de nos classiques. Et donc, il y a forcément ça, il y a l'imagination qui n'est pas bridée, puisqu'on fait appel à des personnages mythiques et mythologiques, donc des puissances divines qui ont en fait tous les droits, tous les pouvoirs, et c'est des ressorts de narration excellents. Donc avant tout, alors ce sont des mythes qui sont partagés par beaucoup de personnes sur Terre, enfin en France, mais dans le monde entier. Donc c'est quand même une culture qui nous parle. Et quand on fait référence à ces mythes, on voit, je pense, à quoi on fait référence, et tout le monde a ces images-là. Donc c'est un socle en fait transverse qui permet d'atteindre le lecteur. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et c'est un support narratif hyper riche en fait, hein. Oui. Donc ça me plaît. Ça me plaît. Je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est support aussi à plein de symboliques, c'est-à-dire n'importe quelle histoire derrière, des histoires classiques, enfin tous les classiques, que ce soit au théâtre ou ailleurs, portent en eux une part de l'Antiquité et de ces mythes, et ils sont porteurs de plein de symboles. Donc tout ça pour dire que c'est une matière, une glaise en fait, qui est super riche, Oui. sur laquelle on peut construire et s'appuyer. Alors, Le Cerbère blanc est votre cinquième roman. Qu'est-ce qui a changé dans votre écriture depuis le premier? Oui, alors pas mal de choses, je dirais. Je suis arrivé sur l'écriture sur le tard, hein, puisque mon premier roman, La Fractale des Raviolis, a été publié, j'avais juste 40 ans. Et en fait, je me suis intéressé assez tôt aux structures narratives. En fait, j'ai voulu, j'étais pas forcément de formation littéraire, et donc j'ai voulu inventer des histoires, mais basées sur des structures narratives originales. En fait, je trouvais que c'était ça qui était sympathique. Donc, La Fractale des Raviolis, j'ai commencé par des romans enchâssés, en fait, une histoire des histoires enchâssées, un peu comme des poupées russes. Mhm. Avec la variante chilienne, le deuxième, j'ai continué ces petites histoires, mais j'ai mis une sorte d'épine dorsale, un squelette qui racontait une histoire avec trois personnages récurrents. Avec La Baleine Thébaïde, je me suis essayé à des romans à plusieurs voix, en fait, où la même histoire était racontée avec via des personnages ou des protagonistes différents. Habemus Piratam, le quatrième, c'était presque des nouvelles, en fait, où j'ai trouvé une excuse sur les faits et armes et les remords d'un pirate informatique, où là, c'était sous forme de confession, donc c'était assez pratique. Donc j'essaie à chaque fois, dans ces quatre premiers romans-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petites histoires avec un fil conducteur. Mhm. Dans Le Cerbère, en fait, c'est un livre que j'avais en tête depuis pas mal d'années,
où j'ai essayé de me concentrer, en fait, de canaliser mon imagination, ma créativité sur une seule histoire principale, deux protagonistes principaux qui sont Mathieu et Amandine, avec bien sûr des personnages secondaires. Mais je dirais que c'est plutôt ça qui a changé, c'est-à-dire la volonté, non pas de faire quelque chose de classique, parce qu'il n'y a pas de notion de classique, mais d'essayer de canaliser l'imagination au travers d'autres choses qu'une structure narrative particulièrement différente de mes autres livres. Vous êtes fier de ce roman? Ah oui, oui, moi je suis très fier, oui. Je suis très fier parce que alors en plus de ça, j'ai quand même, je pense, à mon avis, je ne sais pas, c'est au lecteur de dire, mais pas mal travaillé sur la profondeur des personnages, sur l'épaisseur Mm. des personnages. Quand on fait un roman comme La Fractale, où il y a, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de personnages, forcément, ça n'a pas la même épaisseur, ça n'a pas la même profondeur. Là, quand on se focalise sur deux personnes, surtout quand on les prend tout bébé jusqu'à la quarantaine, et qu'on leur fait vivre des tas d'expériences douloureuses ou heureuses, on peut forcément creuser cet aspect psychologique. Donc ça a été pour moi, je pense, le plus gros travail ou la plus grosse différence par rapport à mes précédents romans. J'ai plus travaillé sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là. Vous semblez quand même fasciné dans tous vos romans par les tragédies. D'où vous vient cet attrait pour la tragédie? Alors, tragédie, je ne sais pas. Je pars du principe que qu'on me raconte une histoire, il faut qu'il se passe quelque chose, en Oui, fait. c'est bien. Parce qu'une histoire où il se passe rien, en fait, c'est pas très intéressant à raconter, hein. Après la tragédie, il y a tellement de portes possibles et de possibilités possibles, de sentiments à décrire et de nuances qui font pas que c'est tout blanc ou tout noir. Il peut y avoir plein de degrés de gris qui font que la tragédie est plus ou moins subtile, où il n'y a pas vraiment de héros ou d'anti-héros. Les gens sont à la fois bons et mauvais, comme un peu ce Mathieu que je décris, Oui, ou le Barnabé qui est l'oncle, qui a un rôle aussi vachement ambigu. Il aide, mais il a des oui, choses oui. à se reprocher. Et je pense que c'est dans les méchants, entre guillemets, tragédie, méchants, c'est toujours des rôles plus sympas à écrire parce qu'il y a vachement de matière, je trouve, sans tomber dans la caricature de dire c'est le bad guy ou c'est le gentil héros. Donc j'aime bien effectivement alors les personnages soit anti-héros qui se laissent un peu porter, qui subissent, ou alors ouais, qui subissent des événements. Alors c'est peut-être des tragédies, je l'avais jamais vu comme ça, ou du moins je le conçois pas comme ça. Enfin, je l'imagine pas comme ça quand j'écris un livre. D'accord. Et forcément, dans Habemus Piratam, quand je raconte l'histoire de crimes informatiques, enfin de hacking, je sais pas si c'est une tragédie, mais c'est pas les bisounours, quoi. Oui, c'est Enfin, c'est le monde dans lequel on est, et c'est la réalité, quoi. C'est pas c'est pas très volontaire, en gai tout non cas. plus. Je me dis pas en tête, je veux faire une tragédie. Est-ce que vous vous êtes attaché à Mathieu et à Amandine en écrivant ce roman? Bah oui, forcément. Enfin, je pense que c'est le sort de tous les écrivains qui passent des mois et des mois sur les personnages. À un moment donné, on s'y attache. On s'y attache, on comprend de mieux en mieux leur fonctionnement, leur psychologie, et on apprend avec eux. En fait, c'est comme des enfants que l'on éduque et qu'au fur et à mesure des années, on comprend, on voit leur caractère se forger. Ça donne lieu d'ailleurs à pas mal d'allers-retours sur l'écriture des histoires, par exemple, pour ceux qui ont lu le livre, il y a l'épisode des culottes qui est assez malsain, un jeu assez déplaisant et assez sexiste. Au début, c'était Mathieu qui prenait cette initiative-là. Et après, je me disais non, ça colle pas avec la psychologie de ce gars qui est dans une mauvaise passe, certes, et qui fait des conneries, mais il peut pas initier ce jeu malsain. Donc j'ai inventé le personnage de Stéphane qui va l'entraîner et qui va être son compagnon Quelle un horreur, peu ce bizarre, Stéphane, mais un quelle peu horreur! pervers. Ouais, ouais. Donc voilà, donc forcément on s'y attache et on essaye ouais, de les faire vivre les plus humainement possible avec les bons côtés, les mauvais côtés. Encore une fois, hein, moi j'aime bien que les gens ne soient pas tout blanc ou tout noir et qu'il y ait une certaine richesse qui se trouve dans la vie de tous les jours, hein. Finalement, on lui trouve plein d'excuses à ce Mathieu parce que c'est vrai que bon, il est lâche, il part, mais on ne peut que l'excuser vu les tragédies forcément qui lui arrivent. C'est vraiment un anti-héros, c'est vrai, ce pauvre Mathieu, mais on s'y attache fortement. Justement, Mathieu, j'ai fait des petites recherches, veut dire don de Dieu. Est-ce que vous aviez du coup prédisposé ce personnage à vivre
ce qu'il allait vivre. Alors, je ne peux pas en dire plus, mais Oui, 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 bien entendu, le prénom Mathieu a été choisi à dessein, puisque ensuite il y a l'histoire des Matthieu, on fait référence à la Bible, etc., enfin aux apôtres. Donc tout ça, oui, oui, ça avait été anticipé, et le prénom de Mathieu n'a pas été tiré du chapeau. C'est vachement. Alors, je ne sais pas si mes collègues écrivains ont cette difficulté-là, mais le choix des prénoms et des noms de oui, famille encore plus est un sacré problème en fait, hein. Parce qu'on essaye bien sûr des prénoms qui sont générationnels, qui collent avec les personnages, mais il y a quand même une image, un imaginaire. C'est-à-dire que moi, je ne décris pas forcément les personnes. J'aime bien que les lecteurs s'imaginent en fait et se créent leur monde. Je situe l'univers dans la vallée de Santebris qui n'existe pas. Je décris pas forcément physiquement en détail les personnes, ce qui permet, j'espère, au lecteur de se l'imaginer. Et le prénom, dans ça, si je vous dis il s'appelle Barnabé, Kevin ou José ou Christophe, ça n'a pas la même, vous voyez pas la même oui. chose. Mm. Donc c'est vraiment, moi en tout cas, c'est un vrai problème. C'est une vraie question de bien choisir les prénoms qui collent avec la psychologie et ce que j'imagine moi du personnage. Alors, et pourquoi ancrer cette histoire dans une vallée qui n'existe pas? Je pense pour cette raison-là. Moi, il y a quelque chose que j'aime pas trop dans certaines littératures contemporaines, c'est d'ancrer trop dans le moment présent. Quand par exemple quelqu'un dit il décroche son iPhone, Oui, moi j'aime pas. Il décroche son téléphone, ok, son smartphone à la limite, mais son iPhone, la BMW, etc. Moi, je trouve que ça bride l'imagination et la capacité de projection du lecteur. Et moi, j'aime bien les romans intemporels en fait, où je peux me construire mon univers peinard. Je veux que la femme soit blonde, soit brune, je veux que ça soit dans une grande ville, dans une petite ville, oui, etc. que chacun. J'ai pas, voilà. Et pour moi, c'est important, donc du coup, bah, c'est ce que j'aime faire, donc je le fais dans mes livres, tout simplement. Enfin, c'est ce que j'aime lire, donc du coup, je le Donc, reproduis vous dans mes. l'écrivez. Et vous Voilà. Et l'écrivez la très vallée de bien. Chantebris, en fait, c'est une vallée qui n'existe pas. Enfin, je l'ai inventée à mon deuxième roman, la vallée, la variante chilienne. Et tant qu'à faire, je commence à bien la connaître, donc je la réutilise et je m'en sers. Ça devient vraiment un univers virtuel que j'assemble, vous savez, un petit peu comme dans les jeux vidéo où on Dans les découvre, puzzles. voilà, ouais, ouais, ou dans les puzzles où on découvre au fur et à mesure des nouveaux territoires. Donc là, je crée des territoires, je crée des ponts, je me suis fait une petite carte pour m'y repérer, donc Ah. tout va très bien. Et Voilà. Chantebris, vous le situeriez où? Alors, il y a plein d'indices. Si vous lisez tous les livres, on sait que c'est à X kilomètres de la mer, il Oui, faut c'est ça. 3 heures de train pour aller à Paris. Donc, je pense que par recoupement, vous pouvez trouver. Ah, bah, je vais essayer. Voilà. Prochain défi. Mm. Alors, Mathieu, dont la vie a été bouleversée par le drame qui s'est joué dès son adolescence, ne va avoir de cesse de lutter contre la mort. Donc, il aura l'idée géniale de créer une société qui s'appelle Reborn Corpus. Il va faire fortune. Et à un moment de sa vie, va encore surgir un autre drame. Pourquoi je me suis posé la question, alors, je ne sais pas trop comment la formuler sans en dire plus. Euh, Pourquoi, quand ce drame va à nouveau le toucher, il n'aura pas recours justement à la technique qu'il a élaborée pour, euh, pour faire que le drame n'arrive pas? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ouais, ouais. C'est compliqué, hein. Je pense que c'est très sibyllin pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu Mais je pense que beaucoup de le personnes livre, l'ont hein. lu et vont avoir envie de le lire, hein. Alors, l'idée géniale de Mathieu, en fait, c'est de faire une sorte de clinique institut de beauté, en fait, de chirurgie esthétique, chercher le mot, qui rajeunit les personnes. Donc, une personne qui a la cinquantaine, qui se trouve un peu vieux, bedonnant, etc. Je prends l'exemple d'un homme. Il va là-bas, on le met dans une sorte de coma artificiel. Pendant qu'il est dans le coma, on va remuscler avec des électrodes son corps, on va lui faire de la chirurgie faciale, esthétique, on va lui replanter les cheveux, tout ce qui va bien. Et il va se réveiller en fait 3 mois après, donc pour lui comme une nuit, avec le poids idéal, des muscles, bien tous les cheveux qui va bien, etc. Donc c'est purement esthétique, hein. Ça corrige pas éventuellement Les défauts, les les... défauts, Oui. les maladies, etc. Mm. Et en fait, il va jouer, c'est un marché sur l'ego, en fait, sur l'ego des gens, la fierté, la vanité. Et il va trouver plein de riches monsieur et madame qui sont prêts à justement payer des centaines de milliers d'euros pour retrouver une seconde jeunesse, en fait. Donc voilà l'idée. Dans l'idée finale de tromper la mort, entre guillemets, ou du moins de tromper ses prochains, parce qu'ils ont pris 10 ans de moins ou 20 ans de moins et qui sont de nouveau séduisants
dans leur Oui. canon de beauté. Mais c'est une idée Voilà. géniale. J'espère que vous avez déposé Alors l'idée. alors c'est souvent ce que je fais, j'ai la flemme de le pousser l'idée, donc je l'écris et comme ça je pourrais toujours dire un jour si ça existe. J'étais le Oui. premier, regardez le Ah, mais livre. oui, c'est une Voilà, très voilà, bonne voilà. idée. Ouais, Et là, ah non, vous allez faire fortune, hein. ouais. Euh, Dans ce roman, il est beaucoup question de choix. Donc, les choix que nous faisons, les chemins que nous empruntons. Et c'est souvent en fonction des décisions prises et vécues. Alors, Mathieu et Amandine vont avoir la possibilité de prendre des chemins, de prendre des décisions aussi. Au vu des différentes options qui s'offraient à eux, avez-vous imaginé plusieurs scénarios possibles? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, Oui. alors là encore, je ne sais pas comment comment font mes collègues auteurs et autrices. Quand je vais dans les salons, c'est une discussion que j'aime bien avoir justement. Comment un auteur ou une autrice conçoit une histoire dans le début? Est-ce que par exemple, déjà il y a deux écoles. Il y a les gens qui commencent avec une vague idée, qui chapitre après chapitre euh, font vivre les personnages et inventent une histoire au fur et à mesure. Ça, c'est pas ma façon de faire. Moi, j'aime bien réfléchir d'abord à l'histoire et une fois que je sais où je vais, j'écris les chapitres tels que je les ai imaginés. Et c'était quoi la question? C'était, Est-ce que vous avez imaginé plusieurs scénarios oui, possibles? voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, dans cette phase-là qui est très en amont, où en fait je réfléchis à l'histoire, forcément, l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui dans le livre ne se trouve pas d'un premier jet. Donc, il y a forcément plusieurs jets, qui est en fait une sorte de mise en abîme, puisqu'il y a des tas de décisions que moi, en tant qu'auteur, je dois prendre et qui Mhm. vont se rejaillir sur le livre. Donc, est-ce que finalement Mathieu il part? Est-ce qu'il part pas? Est-ce qu'il lui arrive le Oui, drame? De quelle façon? Pourquoi il part en fait? Pourquoi il part? Il y avait eu plusieurs versions possibles, hein. Donc en fait, euh, j'aime bien au début ne pas me censurer et essayer d'explorer plusieurs pistes. Et ensuite, il y a un gros travail de relecture, oui. soit avec une personne avec qui je partage les travaux en cours et qui m'aide à y voir, à prendre un peu de recul, soit avec l'éditrice, donc avec Caroline Laurent, qui a lu un premier jet qui n'était pas la version publiée. Et ensemble, on a travaillé, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a d'autres versions possibles? Et ça, c'est quelque chose que j'admire, c'est-à-dire que dans un livre tel celui-là, ou même les précédents, ou tous ceux de mes collègues, en fait, c'est un livre parmi une dizaine ou une cinquantaine de livres possibles qui auraient eu à peu près la même forme et qui n'auraient pas été les mêmes. Et tous ces livres, en fait, sont perdus pour la communauté. Oui, C'est-à-dire que moi, je connais toutes les variantes, en fait, dans ma tête, je me souviens bien. Mais en fait, il n'y en a qu'une qui est sortie. C'est presque dommage. oui, c'est vrai. Il faudrait pour certains livres faire trois ou quatre versions différentes en disant, voilà, Le ça, roman vous dont avez. vous êtes le héros. euh, Et alors, du coup, combien de temps pour écrire ce roman? Alors ce roman est un peu spécial. Il a mis plus longtemps que d'habitude puisque je l'ai initié il y a pas mal de temps. J'ai dû le commencer en 2015 ou 2016, donc c'était assez longtemps. Mais je l'ai mis en pause pas mal de fois puisqu'entre-temps j'ai écrit La Baleine Thébaïde et Habemus Piratam. L'idée était là et j'avais commencé à l'écrire. Euh, Combien de temps? C'est impossible à dire sur ce. C'est-à-dire, on peut dire en élongation, ça m'a pris 5 ans, mais en fait, dans les faits, l'écriture a été plus rapide et surtout, ça a été fait par étapes. J'ai un peu écrit en 2016, un peu en 2017 et beaucoup en 2018 et 2019. Voilà. Oui. Du coup, vous avez une activité aussi en parallèle de votre métier d'auteur? Oui, 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 je suis salarié, effectivement. Oui, Ah oui, je travaille dans la sécurité informatique. Donc, c'est une activité en tant que dans l'informatique, donc c'est vraiment très éloigné de ce monde littéraire des romans. Ça peut d'accord. être une source d'inspiration, mais c'est Bah quand même au jour le jour, au boulot, c'est quand même assez différent. Ouais. oui, oui, je me doute. Et à vous, Pierre, quels sont vos auteurs de prédilection, vos auteurs chouchous? Alors, il y en a beaucoup. J'avoue que j'aime bien tout ce qui est littérature sud-américaine. D'accord. J'aime bien justement ce côté un peu fantasque et imaginaire qui partent dans tous les sens.
Donc, bien sûr, on pense à Gabriel Garcia Marquez qui part dans tous les sens en fait quand on lit Cent ans de solitude, c'est plein d'anecdotes. Quelque chose que j'ai repris de lui, dès qu'il parle d'un personnage, il peut pas s'empêcher de mettre une anecdote. Mon oncle qui, pendant la guerre, avait fait ci, avait fait ça, et avait rencontré sa femme en faisant ci. C'est Et vrai. ça, j'adore, je trouve que ça donne du relief. Après, il y a Jorge Amado, que j'aime beaucoup aussi, qui est un auteur brésilien. Il y a Borges, bien sûr, où j'adore le fantastique. Il y a Mario Vargas Llosa, et globalement, tous ces auteurs sud-américains ont quelque chose de fou en fait, Oui. de délirant. Il mixe la réalité et le fantastique, enfin la réalité et l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Donc le réalisme magique sud-américain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez profité de ce confinement pour écrire? Euh, non, 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 pas comme je l'aurais espéré. Ou aussi, on m'avait dit en janvier, tu vas avoir 3 mois seul en télétravail à la maison. J'aurais été, je pense, très content. Mais alors, je ne sais pas si je suis le seul ou pas, mais l'ambiance n'était pas propice à la création. Le premier mois était vraiment pas serein. Donc, on avait des problèmes au boulot, on avait des problèmes d'organisation familiale à la maison. Le télétravail, il a fallu qu'il se mette en place. Et sincèrement, j'avais pas l'esprit à la création, à la lecture, à l'écriture. Ça a été très compliqué. Et globalement, dans les 3 mois, j'ai sans doute moins écrit que d'habitude. Vous avez des petits rituels comme ça d'écriture? Alors, les rituels d'écriture, c'est compliqué parce que comme je travaille toute la journée, effectivement, je suis salarié. Le soir, ça dépend vraiment de mon état de fatigue. J'essaie d'écrire le soir ou le week-end. C'est pas toujours simple. C'est pour ça que j'aime bien travailler beaucoup mes romans en amont, bien travailler sur l'histoire et la structure, avoir un synopsis très détaillé, ce qui me permet en fait de travailler, enfin d'écrire par petites tranches. C'est-à-dire en 2 heures, je sais exactement où j'en étais au chapitre 17. J'écris une partie du chapitre 17 et j'ai pas besoin, enfin je n'ai pas l'angoisse de la page blanche ou de mélanger en fait le travail créatif d'inventer l'histoire et le travail littéraire de l'écrire. Donc je fais soit l'un, soit l'autre. En fait, je trouve, pour moi, encore une fois, il n'y a pas de solution universelle, mais pour moi, ça me permet d'écrire très efficacement dans des laps de temps très courts. D'accord. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur vous et je suis tombée sur un blog que vous tenez. Et dans ce blog, vous expliquez, vous parlez, pardon, d'un logiciel que vous avez mis au point. Je trouve ça extraordinaire, afin d'étudier un roman sur sa forme et non sur son fond, pour en trouver des statistiques, en fait. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous en dire un peu plus? Parce que c'est génial. Alors ça, c'est effectivement le travail du confinement. Donc j'ai pas écrit, j'ai pas lu, mais j'ai développé ce logiciel. Alors il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Donc je suis scientifique de formation, je suis pas littéraire, donc j'ai un certain manque en fait sur tout ce qui est structure narrative, littérature, culture, etc. Donc j'essaie de compenser et de me faire aujourd'hui ma propre culture et connaissance. Donc ça a commencé avec les structures narratives. Donc je me suis beaucoup intéressé à ce que c'était une histoire, comment on construisait une histoire, quels étaient les différents types d'histoires possibles. Et là, je m'intéresse à un second sujet qui est quelle est l'influence du style dans le roman, en fait. Et donc, j'ai créé un petit logiciel qui est une sorte de rayon X d'un livre, c'est-à-dire qu'il va prendre un certain nombre de points de mesure qui sont complètement indépendants du thème, de l'écriture. Par exemple, le nombre de mots par phrase qui va donner le rythme du texte, le nombre de points-virgules, le nombre de mots grossiers, donc un dictionnaire de mots grossiers, le nombre de mots simples, est-ce que c'est écrit au passé, au présent, etc. Et avec ça, en fait, c'est assez surprenant, hein, ça donne des résultats. Donc, première chose, on peut faire des distances entre les auteurs. Est-ce que peut-être, par exemple, enfin, je vais prendre d'exemple, mais par exemple, est-ce que Hemingway est proche de Steinbeck? Donc, c'est intéressant de voir, sans en avoir rien lu, en fait, de voir est-ce que c'est ça, ou alors d'analyser un auteur en fonction du temps. Donc j'ai pris une trentaine de Balzac et on voit l'évolution ou pas. Est-ce qu'un Balzac ou un Victor Hugo est stable dans sa façon d'écrire? Est-ce que, par exemple, Amélie Nothomb est stable dans sa façon d'écrire? Et alors, c'est très surprenant, c'est une des personnes les moins stables, c'est-à-dire que chaque roman est vraiment différent.
alors qu'on pourrait toujours, il y a certaines personnes qui disent c'est toujours pareil, mais en fait, du point de vue stylistique, Oui. ça change, ce qui était une surprise. Et on peut s'amuser comme ça. Et on peut même aller plus loin. La chose qui m'a le plus impressionné, c'est l'analyse des liaisons dangereuses, où en fait, j'ai voulu faire cette analyse par les lettres, en fait. Donc, Valmont qui écrit à Merteuil, Merteuil qui écrit comment ça s'appelle, à la petite Jeannette, là. Bref, et en fait, on s'aperçoit que le style est différent d'une personne à l'autre. Donc, Valmont n'écrit pas comme la Merteuil, ce qui est bien déjà pour l'auteur. Mais en plus, Valmont n'écrit pas de la même façon quand il écrit à Merteuil ou quand il écrit je ne me souviens plus le nom des autres personnages. Donc, et ça, je trouve admirable, c'est-à-dire que l'auteur a vraiment fait ce travail vraiment très détaillé je n'écris pas en fonction enfin, j'écris différemment en fonction des lettres que j'écris. Et ce qui est encore plus admirable, c'est que la proximité du style, c'est-à-dire Merteuil écrit pas comme Valmont, mais elle écrit quand même relativement comme Valmont, parce qu'en fait ils sont proches dans l'histoire. Et quand elle parle avec, d'autres protagonistes qui sont éloignés dans l'histoire, par exemple le chevalier Darcy, je ne sais plus comment il s'appelle, le chevalier Darcy, qui en fait est éloigné de Valmont et ils sont ennemis, et effectivement leur style est éloigné. Donc Coderlo de Laclos a fait cette prouesse de reproduire dans le style l'éloignement ou la proximité des personnages. Mais c'est fou, c'est fou. Donc ça m'a bien occupé pendant le confinement, c'est mes petits travaux de recherche pour mieux comprendre voilà, comment on écrit des histoires et comment se font les livres. C'est vraiment génial et c'est passionnant. Je suis bien contente. J'espère que vous allez continuer à faire comme ça des petits rapprochements. Il y avait avec Émile Ajar, Romain Gary aussi, tout ça. Enfin, ça m'a. Oui, alors effectivement, c'est un outil. Dès qu'on parle rayon X, on peut se dire est-ce qu'on peut détecter des plagiats ou des Oui, c'est ça, pseudonymes, c'est hein, dingue. C'est ou des dingue. pseudonymes. J'ai fait récemment la série des San Antonio aussi, et c'est intéressant de voir l'évolution du style à San Antonio au travers des époques, puisqu'il a écrit de 1950 à 2001, donc sur plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'il y a des effets, notamment le point-virgule qui a été sacrifié au fil des années. Donc voilà, je m'amuse bien. Bravo en tout cas. Dernière petite question. Si vous deviez incarner un personnage de la mythologie, vous auriez choisi qui? C'est une question piège. Une question piège. Je pense que je vais dire Sisyphe, parce que tout simplement, tous les jours, il y a le boulot à faire, il y a les mêmes choses à faire, et on doit porter notre croix ici-bas, qu'elle soit légère ou lourde, mais voilà. Et le challenge est d'autant plus important et intéressant de rendre Sisyphe heureux, n'est-ce pas, comme disait notre ami Camille. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant. Je souhaite une longue vie au Cerbère Blanc. Moi, je me suis Merci régalée Laetitia. à sa lecture. Vous êtes un conteur hors pair. Magnifique. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver le blog de Pierre? Parce que ça peut intéresser notre ami écrivain Philippe Villain qui a écrit sur la littérature. J'aimerais bien lui communiquer le. Je crois qu'il porte votre nom, non? C'est Oui, Pierre. alors c'est assez simple, c'est rofast.wordpress.com. D'accord. Rofast.wordpress.com. C'est génial. Ouais, c'est passionnant. Alors, il y a plein de questions, dont la première vient de Caroline. Attention, Pierre. Attention. Pierre, te définirais-tu comme un nouvel oulipien, pardon? Alors, effectivement, on a pas mal souligné les structures. En fait, quand la fractale des raviolis est sortie, c'est ce qui a été mis en avant, noté cette structure en roman gigogne, en fait, en poupée russe, qui a été mis en valeur. Alors, je ne sais pas si ça suffit pour dire je travaille sur les structures, mouvement Oulipo, tout ça. J'espère qu'il y a, au-delà de la structure, quand même du fond, des histoires, un plaisir de lire. Moi, je ne me qualifie pas comme ça, mais je ne suis pas non plus expert, encore une fois. On va faire les tests sur votre blog. Ouais. Voilà, ouais. Moi, j'ai une question qui me trotte depuis que j'ai lu. Pourquoi un taxidermiste et avez-vous travaillé avec un taxidermiste? Parce que moi, j'ai eu la malchance d'aller chez un taxidermiste. Et c'est quand même très éprouvant. Oui.
On voit d'ailleurs dans votre bureau qu'il y a une tête de élan Oui, empaillée. Mais c'est en oui. carton, non? Celle-là, elle est en bois, mais j'ai des vrais bois, mais il ne faut pas les voir, ils sont devant Ah, moi. oui. Mais oui, oui, oui. Je n'ai pas d'ours. Hein. Rien. Alors, le Et ouais, taxidermiste, c'est simple. Dans le Cerbère, en fait, on parle de la mort et comment vaincre la mort sous plusieurs façons différentes. Donc, il y a eu la clinique dont on a parlé, qui se donne l'illusion de vaincre la vieillesse et la mort. Et le taxidermiste, en fait, c'est ça. Je rends vivant un animal de compagnie cher, qui est cher à mes yeux, un trophée de safari, tout ce qu'on veut. Et en fait, je le rends un objet chargé d'émotions, un objet vivant quelque part. Donc, c'était aussi une façon d'immortaliser les choses. Et l'immortalité des choses, moi, ça me fascine aussi, c'est-à-dire la puissance sentimentale qu'on peut mettre dans des objets. Donc, c'était un des aspects de traiter la mort, ou la non-mort, en fait, la lutte contre la mort. Donc, le taxidermiste, pour moi, c'est des photos en 3D, en fait. Hein. C'est des souvenirs en 3D d'animaux que l'on a connus. il y a une question de Geneviève, qui est une lectrice redoutable. Les titres de vos romans sont tous d'une grande originalité. À quel moment de l'écriture de vos romans arrivent-ils? Et deuxième question, la variante chilienne signifie-t-il que vous êtes un joueur d'échecs? Alors, il y a deux questions, c'est richesse. Alors, les titres sont effectivement trouvés pratiquement tout à la fin. C'est-à-dire, j'ai un titre provisoire qui me sert à renommer dans mon ordinateur le dossier, mais ce n'est pas le titre final. Et en général, le titre fait l'objet d'une séance de brainstorm avec, alors surtout quand j'étais chez Alma, puisqu'il y en a plus, il y en avait 4, entre les éditeurs et moi, où en fait on proposait énormément de titres, et c'était le meilleur qui gagnait. Et j'ai rarement gagné, donc je dois quand même reconnaître que Alma a eu pas mal d'esprit en trouvant La Fractale des Raviolis, La Variante Chilienne et Habemus Piratam. Donc c'était le jeu, hein. Enfin moi ça me choque pas. J'ai appris quand j'ai publié mon premier roman chez Alma, donc Alma est une maison d'édition qui était en 2014 assez jeune, qui n'était pas très connue, et j'étais moi-même inconnu du bataillon, informaticien à Clermont, donc c'est pas mon nom qui allait faire vendre. Dont les couvertures Alma étaient façon relativement sobre aussi, donc il fallait trouver un titre qui intrigue. Et c'est vrai que Jean-Maurice de Montrémy, l'éditeur, a quand même bien joué en trouvant La Fractale des Raviolis, qui est un titre très intrigant et qui incite le lecteur, le futur lecteur, à prendre le livre en main en se disant: je sais ce que c'est les raviolis, les fractales, peut-être pas trop, quoi. Donc il prend parce qu'il n'a pas envie d'être bête, il regarde le quatrième de couverture et là, vous êtes libraire, vous savez mieux qu'un lecteur ferré veut mieux qu'un lecteur non ferré. Donc voilà, donc les titres en général, ça vient tout à la fin du process d'écriture. C'est Et pas ce qui m'inquiète. la couverture du Cerbère blanc, ça Euh, représente. pro- ouais. On aura envie de Ah la bah, c'est les caresser. poils du Cerbère, hein. C'est Oui, les, c'est c'est le les poil du poils. Cerbère. Oui. Ouais. Il aurait fallu la faire en matière, en fait. Ah, Ah ça aurait ouais. été génial. Pour un collector, Un pour un collector. collector pour Ouais, Noël. Mais des versions oui. collector, ouais, tout à fait. Donc, Pour un si poche. Caroline, tu es là, Une idée de tu collector penses. poche. Ça, c'est bien. Petit avis pour les Ouais. éditeurs qui nous écoutent. Qui nous Un écoute, collector avec, le collector, c'est super. voilà. Il y a une question de Nathalie, qui n'est pas moi. Est-ce que vous faites de nombreuses recherches, comme vous mettez de nombreuses anecdotes dans vos romans et d'infos dans vos récits? Ça prend combien de temps par rapport à l'écriture du roman? Alors, en fait, je vais les dire différemment. Les recherches, je les fais au fil de l'eau et quand il y a des choses qui m'intéressent, quand je lis quelque chose qui m'intéresse dans un journal, dans une revue, ou que je vois quelque chose qui m'intéresse, je le note dans un petit carnet. Je fouille, enfin je m'intéresse, et ensuite j'en parle dans mes romans. Donc c'est plutôt l'inverse en général, hein. C'est-à-dire que je parle de choses que j'ai déjà rencontrées et qui m'ont intéressé. Alors, quand j'ai parlé de taxidermiste, c'est vrai que je ne connaissais pas le métier de taxidermiste, donc je me suis quand même un peu renseigné pour éviter de dire des bêtises. Avec Internet, maintenant, c'est affreusement simple de se renseigner sur un sujet. La grosse difficulté, en fait, dans l'écriture, c'est de ne pas paraître trop Wikipédia-like, c'est-à-dire il faut digérer la page Wikipédia sur le taxidermiste, fermer la page et la réécrire telle qu'on l'a compris, en fait, hein. Donc, c'est la valeur ajoutée de l'écrivain et en y rajoutant sa patte, à savoir un peu d'humour, un peu de fantaisie pour que ça passe mieux. Donc, oui, bien sûr, il y a de la reconnaissance. Il y a même aujourd'hui quelque chose qui est formidable, qui est la reconnaissance de lieux.
Donc, quand on parle de Paris, par exemple, je me balade avec Google Earth ou Street Map, là, Google Street Map, et ça permet de repérer des lieux. Dans la baleine thébaïde, je parlais de l'Alaska, donc je me suis baladé à Cap Nome, qui est un petit village de pêcheurs de baleines, où je pense que mon éditeur ne m'aurait pas payé le déplacement pour un repérage, Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, ouais. Donc oui, le repérage est enfin, le repérage et la sorte d'information est forcément indispensable pour paraître crédible. Parce que je pense que la non-crédibilité peut être un facteur qui sort le lecteur du livre. Enfin, moi, encore une fois, en tant que lecteur, ça m'arrive quand je vois quelque chose dans mon domaine de compétences qui n'est pas réaliste, ça me turlupine. Et ça me sort de l'histoire. Ah, carrément. Vous, quand il y a quelque chose dans l'informatique qui ne va pas, ça vous, Ah vous bah arrive oui, vite, oui, hein. oui, ça m'agace, ouais, ouais, ça m'agace, ouais. Le roman Habemus Piratam, pour ça, était vraiment un exercice de style où, vu que c'était mon métier et que je parle toute la journée enfin, je suis toute la journée dans ce monde-là, j'étais très agacé de voir comment, dans les médias, dans les films, dans les romans, on parle du cybercrime, du darknet et des cybermafias. En fait, c'est très stéréotypé, c'est toujours des petits jeunes avec des capuches et tout ça, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. En face, on a des gens, des vrais professionnels qui sont pratiquement comme nous. Et donc, j'ai essayé de faire justement quelque chose de réaliste, pas trop technique, un peu comme on commente une partie d'échecs à des non-spécialistes. C'est très dur de faire un livre, La Diagonale du Fou, par exemple, de faire un livre ou un film pour montrer la passion des échecs à des gens qui en face, on sait que c'est pas des joueurs d'échecs, c'est pas des grands maîtres. Donc, comment montrer les sucreries et l'intelligence et la beauté des astuces sans être soi-même expert. Donc, c'était tout le challenge d'Abemus Piratam. Donc, jouez-vous aux échecs, Pierre? Non, non, non. Alors, la variante chilienne de mémoire ne doit pas être une variante des échecs qu'on avait vérifié. Non. Je vous confirme parce que moi, je joue aux échecs et Alors, je ne... je joue aussi. Alors, j'ai joué aux échecs comme toute personne quand j'étais enfant, mais depuis mes 20 ans, je ne joue pas régulièrement. Alors, ça va rejoindre un peu l'informatique. Il y a une question d'Arnaud. Est-ce que vous pensez qu'on peut laisser l'informatique écrire une histoire? C'est très à la mode en ce moment de le penser. L'informatique permettrait de pondre un best-seller. Qu'en pensez-vous de Non. ça? Non, 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 non. Alors, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux de réponse. Peut-être que sur un synopsis global, pourquoi pas, en donnant des trames d'idées, c'est-à-dire qu'avec une combinatoire, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs fins possibles. Donc, on pourrait dire, je tire au hasard un contexte, ça se passe au Moyen Âge, ça se passe dans le futur, je tire au contexte un élément dramatique, une séparation, un meurtre, etc. Donc, pourquoi pas générer des idées ou des pitchs, ça oui. De là à le rédiger d'un point de vue littéraire, je n'y crois pas une seconde pour le moment. L'état de l'intelligence artificielle n'en est pas encore là, de mon point de vue. Dieu merci, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Est-ce que vous auriez un conseil lecture à faire à nos lecteurs qui nous écoutent, Pierre? Un livre que vous avez lu dernièrement ou un livre que vous avez beaucoup aimé? Alors, le dernier livre qui m'a marqué, c'est un auteur qui s'appelle Petrovic, Grégor Petrovic, je crois, qui s'appelle 69 tiroirs. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. 69 tiroirs, c'est un livre absolument incroyable avec de multiples mises en abîme et j'ai trouvé la structure, pour le coup, super intéressante. Donc, une personne qui écrit, en fait, le pitch en 2 mots, c'est des gens sur la Terre qui ont cette faculté-là, quand ils lisent en même temps le livre, de se rencontrer. C'est-à-dire que le livre devient un média, un monde virtuel où ils se rencontrent dans la scène du livre. Donc, ils sont en train de lire un livre qui se passe à Paris aux Halles, ben, ils se retrouvent dans les Halles avec les protagonistes du livre. Et donc, un livre d'une grande créativité qui m'a beaucoup inspiré. Donc, Vous lisez 69 beaucoup de tiroirs. science-fiction ou pas? Pardon? Vous lisez des livres de science-fiction ou pas du tout? Non, assez peu. J'ai eu ma période science-fiction quand j'étais adolescent, avec surtout des grands classiques, Asimov, Bradbury, Stanislas Lem, etc. Mais depuis la vingtaine, là, non, c'est, ça m'est passé d'envie. Laetitia, un conseil lecture. Oui, Malamorté d'Antoine Albertine. Comme mon nom l'indique,
je suis corse. Et du coup, ce roman m'a tapé dans l'œil. C'est un formidable polar donc, qui se passe entre Ajaccio et Bastia. Sur la couverture, il est écrit que c'est le James Ellroy sur l'île de Beauté. On va découvrir la face cachée de la Corse et c'est génial. Bon, parfait. Alors moi, j'ai fait un choix de cœur sur un livre, donc je trouve que quand il est sorti en grand format, on n'en a pas du tout assez parlé. Et je crois que vous connaissez tous l'auteur, c'est Libertango de Frédéric de Guelt. Ce roman est tout en émotion, parfois en retenue. Il est question de musique, de handicap, de passion, de relations humaines, du rapport au corps et de l'influence surtout de la musique. C'est un texte qui est très mélodique, avec une écriture d'une profondeur incroyable. Et quand Frédéric de Guelt convoque l'émotion du beau et l'émotion de la musique, c'est super puissant. Donc, je voulais juste faire un clin d'œil à Frédéric de Guelt et dire qu'il fallait lire Libertango parce que vraiment, c'est un livre fabuleux. Voilà. Sans transition, hein. Excusez-moi. Avant de vous laisser la parole pour la fin, je voudrais dire que demain, on retrouvera à 19h Fabienne Perrineau qui a sorti un livre chez Plomb qui s'appelle « Je ne veux pas être jolie » et il y aura une lecture de Romane Boringer. Donc, je vous invite à venir à 19h. Je voudrais vraiment remercier Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Merci Pierre. Tous les Merci lecteurs, Nathalie, merci allez en Laetitia. librairie ce soir, ici des Moulineaux, au Manche, Marie-Adélaïde Dumont, à la librairie Doucet, ou dans toutes les librairies de France, acheter le Cerf Blanc qui est sorti chez Stock dans la collection Arpège. De faire un salut amical à Caroline Laurent, l'éditrice de Pierre qui nous suit. Voilà, donc vous avez la couverture là. Il n'y a pas de poil, mais bon, elle est très belle. Je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie encore d'avoir été là avec nous ce soir. Pierre, merci Pierre. Mille merci. Merci Laetitia, merci Nathalie. Et puis peut-être à bientôt dans les librairies en France. Oui, on espère. On espère bien. À bientôt et bonne soirée.